Madame, Monsieur, chers participantes, chers participants, j'ai le plaisir d'animer cette quatrième webconférence Défense et Industrie sur le thème du financement et du développement des startups évoluant dans le domaine de la défense. Pour rappel, le financement des PME a déjà fait l'objet d'une webconférence et je vous invite à la voir ou la revoir en replay sur le site de l'AFRS. Alors pour cette webconférence dédiée aux startups qui viennent donc compléter les réflexions que nous avons déjà menées sur l'industrie de défense, nous bénéficierons des analyses de François Matins, qui a lancé et qui pilote actuellement l'accélérateur Generate, qui est dédié aux startups de défense et de sécurité. Il est actuellement directeur des affaires publiques et de l'innovation du GICAT et assure aussi des activités d'enseignement. Nous bénéficierons également des analyses d'Arnaud Guérin, qui est président et cofondateur d'Earthcube, et également de Karine Joyeux, qui a une expérience de plus de 15 ans dans l'entrepreneuriat et qui, depuis 4 ans, est présidente d'Elicatim, une startup spécialisée dans le linguistique pour la défense et la sécurité. Et cette startup a fait sa première levée de fonds en mai 2020. Donc, la conférence sera structurée en 3 séquences. Dans un premier temps, nous allons nous pencher sur les aspects relatifs au financement à travers le parcours d'Earthcube et d'Elicatim, et également du rétex de l'accélérateur Generate. Nous chercherons pour cela à appréhender les caractéristiques des startups évoluant dans le domaine de la défense, que ce soit en matière d'accès au financement et d'aide au développement des activités. Et d'ailleurs, on se posera la question des contraintes et ou des avantages spécifiques d'un positionnement de défense pour une startup. Dans un second temps, il s'agira d'aborder la relation des startups avec le client défense, que ce soit dans le cadre du recours aux différents dispositifs d'aide et de soutien à l'innovation qui sont proposés par le ministère des Armées, mais aussi par le biais, le cas échéant, de contrats en direct. Et enfin, nous nous pencherons sur les relations et les formes de partenariat que peuvent nouer les startups positionnées dans le domaine de la défense avec les acteurs historiques composant la BITD. Je rappelle juste à l'ensemble des participants que si vous avez des questions, merci d'utiliser l'onglet QR qui se trouve en bas de votre écran. Je reprendrai toutes ces questions dans un bloc lors des 10 dernières minutes. Donc c'est donc un programme qui est ambitieux et chargé, et c'est pour ça que je vais rapidement laisser la parole à nos intervenants, en commençant par François, qui va pouvoir présenter l'accélérateur Generate, et à travers celui-ci, l'environnement général lié au financement des startups évoluant dans le domaine de la défense. Donc François, je t'en prie. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Ok, super. Merci beaucoup, Kevin, de nous faire participer à cette table ronde qui est un sujet qui est à la fois prégnant, mais également très d'actualité avec la crise qu'il y a eu et les startups sont très exposées. Donc, on va être très pragmatique et très concret dans l'approche qu'on va avoir là pendant cette heure. Donc, rapidement, Generate, c'est une initiative qui a été créée en mars 2017 en interne au sein du GICAT, qui aujourd'hui est le premier accélérateur de startups dédié aux problématiques de défense et de sécurité. L'objectif, c'est de sourcer, de détecter des startups françaises qui peuvent apporter une solution, qu'elle soit opérationnelle ou industrielle, pour l'écosystème de la défense et de la sécurité au sens très large. Donc pour ça, on fait une grosse veille en France et internationale, et on a également un gros réseau de partenaires qui sont des incubateurs. L'agence Innovation Défense est officiellement notre partenaire depuis maintenant quelques semaines, et on a du coup tout un pool de startups qui sont dans des domaines très diversifiés. Et pour terminer sur Generate, l'idée c'est que on veut des startups qui sont pour la moitié d'entre elles dans la sécurité, pour l'autre moitié d'entre elles dans la défense, et on essaie d'avoir un équilibre entre hardware et software pour avoir une diversité des profils, à la fois des entrepreneurs, mais aussi des solutions qui sont apportées. Et en fait, l'idée, c'est de créer une communauté qui s'auto-entraide entre startups, PME, grands groupes et partenaires institutionnels. Donc aujourd'hui, on a un très beau succès puisqu'on a 44 startups qui sont passées par Generate et qui permettent aujourd'hui d'avoir quelques success stories dont Earthcube en fait partie, puisqu'aujourd'hui, Earthcube n'est plus vraiment une startup, c'est déjà une belle PME qui a réussi à faire de très belles choses et qui va continuer à le faire, j'espère, et ça, Arnaud en parlera mieux que moi. Pour répondre clairement à ta question, Kevin, aujourd'hui, moi, je me suis penché assez rapidement. C'est simple, hein, moi, je suis assez pragmatique et la manière dont j'ai abordé le sujet avec mes startups, c'est de leur dire aujourd'hui, c'est quoi vos problèmes? Et 95% de mes startups, quand je leur ai posé la question, m'ont dit aujourd'hui, on a un vrai sujet sur le financement. Donc, je me suis penché là-dessus. J'ai pris mon bâton de pèlerin parce que, pour être tout à fait honnête, j'y connaissais pas grand-chose. Et j'ai rencontré des gens des organismes bancaires, j'ai rencontré des fonds d'investissement, une trentaine aujourd'hui, surtout en France, quelques étrangers, mais surtout en France. Et en gros, moi, ce qui en est ressorti, c'est qu'aujourd'hui, pour le monde du bancaire ou du financier, travailler dans la défense, ça fait peur. Alors, quand je dis que ça fait peur,
ils pensent pas qu'on a un couteau entre les dents et qu'on va venir leur faire du mal. C'est que aujourd'hui, il y a une notion de risque qui est très importante dans le domaine bancaire et financier, et le secteur défense apparaît, à tort ou à raison, hein, ça on pourra en discuter, auprès de ses interlocuteurs comme risqué, ou du moins qui ne rentrent pas dans leurs critères qui permettent de faire ce qu'ils font, c'est-à-dire de faire de l'argent à court, moyen bon, long terme, c'est un grand mot, en tout cas court et moyen terme. Et donc, ce qui en est ressorti de un peu l'audit qu'on a fait, c'est que, la défense pose problème dans le sens où c'est un secteur très régulé, et ça, quand c'est trop régulé, les acteurs financiers ne sont pas très fans parce que ça leur fixe des limites qu'ils ne souhaitent pas forcément avoir, en tout cas dans les portefeuilles dans lesquels ils investissent. Le deuxième aspect, et ça c'est central là-dedans, c'est que le critère de souveraineté pour eux est plus un frein qu'un argument pour dire qu'il faut les soutenir. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous avez un fonds d'investissement qui, lui, veut investir dans une boîte, il se dit qu'il veut faire une plus-value, ce qui est normal, c'est comme ça qu'on le demande à échelle 3, 4, 5 ans, il veut faire x2, x3, x5, x10. À partir du moment où il y a l'État, et l'État, il peut être caractérisé soit par la BPI, soit par une aide directe du ministère de l'Armée, ou même un gros corporate, c'est-à-dire même les corporate ventures de certains grands acteurs étatiques sont assimilés par le secteur financier comme l'État. Eh ben, ils ont très peur, et malheureusement, beaucoup de jurisprudence et beaucoup de cas récents leur donnent raison, qu'à partir du moment où cette entreprise est ciblée, en tout cas est déterminée dans un cadre comme stratégique et souveraine pour la France, on va les empêcher de faire une exit comme ils le veulent. Et les fonds d'investissement m'ont dit, mais moi, vous êtes très gentil avec votre secteur défense. Mais c'est que moi, si je veux faire une exit, que le fonds qui rachète derrière, c'est un Israélien, un Américain, un Belge ou un Ouzbek, moi, je veux faire une plus-value financière et peu importe le critère de souveraineté. Et vous rajoutez à tout ça, et ça c'est le dernier critère, mais qui touche beaucoup le monde bancaire, mais qui commence à toucher aussi les fonds d'investissement, c'est les problématiques de compliance, ou pour des problématiques de risque à l'image, et ça c'est de la faute aussi de notre secteur qui a pas assez peut-être communiqué sur ce qu'on faisait, et on est un des secteurs les plus régulés qui existent dans l'industrie, et le fait que la défense, c'est pas faire n'importe quoi, c'est des secteurs certes stratégiques, avec potentiellement des conséquences géopolitiques, mais les fonds d'investissement aujourd'hui sont de plus en plus sensibles à l'atteinte à l'image et à l'atteinte à certains investissements qu'ils peuvent faire, et malheureusement, la défense rentre dans ces catégories. Alors là, c'est souvent parce qu'ils ont plutôt une vision biaisée ou péjorative de tout ça, mais le fait est que sous tous ces critères, les 3-4 que je viens de vous donner, sont quand une start-up veut lever des fonds en France et qu'elle dit qu'elle travaille dans la défense, elle est plutôt reçue avec méfiance que les bras ouverts, comme ça peut être chez nos amis anglo-saxons. Mais même quand je vous dis anglo-saxons, il n'y a même pas besoin, même outre-Rhin, la mentalité est totalement différente dans les investissements dans la défense. Et en gros, pour caricaturer, et je terminerai là-dessus, pour être dans le timing, c'est qu'aujourd'hui, on le voit, il y a certaines startups qui travaillent dans l'écosystème et qui ont un vrai potentiel pour devenir des pépites. Et elles me disent au bout d'un moment, je stagne. Parce que à la fois, quand j'ai réussi à avoir un prêt bancaire, quand j'ai réussi à me sortir, me dépatouiller, de déjà faire le pré-amorçage, et ça, Karine en parlera mieux que moi, c'est déjà un parcours du combattant. Mais quand vous voulez commencer à faire des levées de fonds dites sérieuses, où vous passez le seuil des 5 millions et plus, en France, c'est très compliqué. Et vous arrivez, il y a beaucoup de mal à passer le cap de 10, 15, 20, 30, 50 millions d'euros, en tout cas pour rester dans une logique d'avoir un fonds français, des capitaux français. Et pour caricaturer et terminer sur une phrase là-dessus, c'est aujourd'hui, je vois de plus en plus de startups qui sont dans mon écosystème, mais également en dehors de Generate, mais qui évoluent dans la défense, c'est qu'elles ont le choix entre stagner ou mourir avec un drapeau français, ou devoir aller chercher de l'argent à l'étranger et donc potentiellement diluer leur capital et potentiellement une perte de souveraineté. Donc aujourd'hui, malheureusement, même s'il y a des choses qui vont se mettre en œuvre, et ça on en discutera, il y a un choix très difficile pour faire les entrepreneurs, et Karine peut en parler et Arnaud en parlera. Malheureusement, c'est qu'on doit sacrifier soit de la souveraineté contre du développement, et c'est dommage qu'en France, on soit obligé de faire ce choix, alors qu'on a tout le potentiel, on a les meilleures écoles d'ingénieurs du monde, on a des entrepreneurs extraordinaires, et pourtant, on n'arrive pas à faire décoller des pépites, et parfois, c'est des acteurs étrangers qui en profitent. Et merci beaucoup François pour cet état des lieux. Nous allons maintenant bénéficier du retour du terrain, donc effectivement d'Airscube, avec Arnaud, si vous voulez parler, sans plus. Je te remercie. Donc, bonjour à tous, Arnaud Guérin, je suis le président de la société Airscube et son cofondateur. Je suis ravi d'avoir l'opportunité de partager avec vous notre retour d'expérience.
Quand on parle de complexité ou simplicité de trouver des financements, ce qui est assez important, c'est de comprendre que il y a différentes stratégies ou stratégies de société et qu'à chaque typologie d'activité, il y a un contexte différent. Donc moi, je pourrais vous parler de notre contexte, mais qui n'est pas forcément vrai pour tout le monde. Donc du coup, en 2 mots, qu'est-ce que fait Earthcube? C'est une société créée il y a 4 ans, qui est éditeur de logiciels pour le monde du renseignement. On utilise l'intelligence artificielle pour automatiser les traitements et apporter de la productivité pour simplifier le travail des analystes, donc des outils au service des analystes de renseignement. Aujourd'hui, 100% de notre activité est défense. La société compte une 50aine d'employés, aujourd'hui tous en France. Notre capital est 100% détenu en France. Et notre activité commerciale s'est développée d'abord en France, mais aujourd'hui est pour plus de la moitié à l'export, avec des clients au Royaume-Uni, aux États-Unis, auprès de l'OTAN et plus récemment, ça a été publié dans la presse, auprès de l'Union européenne. Donc moi, je peux vous parler d'une activité ou de stratégie de financement pour une société qui est dans le logiciel, qui est dans le renseignement, qui va être différent de quelqu'un qui pourrait travailler dans l'armement, par exemple, et quelqu'un qui est 100% défense. Donc la logique pourrait être éventuellement différente pour quelqu'un qui fait 20-30% d'activité dans la défense. Nous, on est sur une logique de recherche d'hypercroissance. On va chercher à augmenter notre taille rapidement, pas par hubris ou pour se faire plaisir, mais parce qu'on est sur des sujets très concurrentiels, où on a réussi à acquérir une avance, mais où beaucoup de monde cherche à se positionner. Et si on ne continue pas d'innover très rapidement, on va se faire dépasser par la concurrence. Donc, on n'a pas d'autre choix que de chercher à être sur des croissances ambitieuses. On cherche à passer à près de 200 personnes d'ici fin d'année 2021, d'ici 18 mois. Et donc, pour ça, on va chercher du financement de capital risque. Il y a encore 1 an, on percevait une certaine tiédeur des investisseurs, qui prend un euphémisme pour ils étaient relativement rebutés par l'aspect de défense. Et tous les freins qu'évoquait François, ils sont hyper vrais. Maintenant, un investisseur, il y a quand même une première chose qu'il va regarder avant tout le reste, c'est est-ce qu'il y a une chance de faire un retour sur investissement? Et donc, est-ce que la société va être suffisamment en croissance? Et je pense, j'ai peut-être raté une étape dans ce que disait François, mais je pense qu'il y avait un non-dit assez fort que dans la tête des investisseurs que dans la défense, c'était compliqué d'augmenter son chiffre d'affaires rapidement, qu'on est sur des cycles de vente assez longs et que c'est difficile de vendre à l'export, surtout pour nous qui sommes sur des sujets de renseignement. Et ce qu'on a pu montrer, maintenant, on va être sur la 2e année d'affilée, on fait x4 sur le chiffre d'affaires et qu'on commence à être sur des chiffres d'affaires qui sont maintenant plus du tout anecdotiques et qui nous permettent d'être profitables avec une 50aine de personnes. D'un coup, le dialogue avec les investisseurs change quand même. À partir du moment où on a passé cette première barrière psychologique, déjà, ils sont plus réceptifs sur les autres freins qu'évoquait François. Donc ça, je pense que c'est quand même à garder en tête. Les investisseurs, ce qu'ils attendent beaucoup déjà, c'est d'avoir la démonstration que c'est possible dans l'hypercroissance commerciale dans la défense. Aujourd'hui, on est en train de le montrer et c'est en train de pas mal détendre l'atmosphère. Maintenant, il reste quand même un frein important qui est, je pense, le dernier qu'évoquait François, pour que un investisseur puisse matérialiser un gain. Il ne faut pas juste que sur le papier, la société vaille plus d'argent parce qu'elle a cru, mais il faut que quelqu'un soit prêt à racheter les actions à des investisseurs. Donc, il y a la question de l'exit. Et là, je pense qu'il y a un vrai enjeu à pouvoir construire des trajectoires en France qui permettent de ne pas perdre en souveraineté, donc pouvoir trouver des exits potentiels dans des environnements français en lien avec la souveraineté française. Et aujourd'hui, il n'y a pas énormément d'options. Les options d'exit, il y en a 3. C'est être racheté par un industriel, mais comme il n'y en a pas beaucoup, et qu'en général, les industriels payent moins bien que des acteurs financiers, ce n'est pas forcément une option qui rassure beaucoup les investisseurs. À côté de ça, il y a les IPO, donc être coté en bourse. En France, il n'y en a pas. Donc, c'est peut-être des choses sur lesquelles on peut travailler, comprendre pourquoi il y a aussi peu d'IPO en France par rapport même à des pays comme les Pays-Bas.
Il n'y a pas de raison structurelle à ça. Et le troisième piste possible, c'est tout ce qui va être private equity, ou donc des gens qui rachètent des sociétés profitables, ou des fonds d'hypergrowth, un petit peu comme ce que la BPI a commencé à réfléchir avec son Silver Lake de mémoire, des fonds qui vont faire plusieurs milliards ou près de 10 milliards d'euros, et donc qui vont offrir des options de liquidité pour accompagner les sociétés à passer du statut de licorne, par exemple, à décacorne ou des choses comme ça. Donc, pour moi, il commence à y avoir des solutions pour trouver des financements sur la phase, comme disait François, inférieur à 5 millions d'euros. Maintenant, il faut se préparer à l'étape d'après, puisque si on veut vraiment avoir un rôle significatif, il faut pouvoir avoir des financements qui sont maintenant beaucoup plus gros. Et ça sera pour nous l'étape, le challenge des 2 prochaines années. Merci beaucoup. On va maintenant laisser la parole à Karine qui va revenir sur la création d'une startup et les problématiques que peuvent rencontrer les startups aussi dans la création, pas que dans l'exit. Effectivement, c'est un gros sujet. Donc, je laisse la parole à Karine. Merci beaucoup, merci pour l'opportunité qui nous est donnée. C'est un plaisir, surtout à côté de Generate qui a été vraiment le point clé pour nous dans le développement dans la défense. Et puis aux côtés de Arnaud, parce que ça fait partie des belles réussites de Generate qui donnent la pêche à toutes les startups. Et ce sera mon premier point. Donc nous, on a levé, on vient de finaliser notre première levée après 4 ans. Donc ça peut des fois être un peu laborieux et un peu long. Et mon premier point sera sur le fait qu'il ne faut pas forcément paniquer si ça met du temps, parce que justement la défense demande à avoir des investisseurs qui comprennent l'environnement et qui comprennent l'écosystème. Donc on ne peut pas forcément rester dans les circuits classiques d'amorçage. En tout cas, nous, on n'a pas eu accès à ces circuits assez classiques d'amorçage, que ce soit sur de l'aide, du prêt d'honneur ou que ce soit sur des financements. Il nous a fallu vraiment du temps pour convaincre, parce qu'en plus, on est dans un métier un peu particulier, on fait de l'innovation de service. Donc, innovation, service et défense, c'était clairement pas dans les top 10 des mots préférés des fonds d'investissement de défense. Donc, mon premier conseil, ce serait avant tout de partager, parce que je pense que si on y est arrivé, c'est en grande partie sur ce que disait François, sur le partage d'expérience avec les autres startups à des niveaux de scalabilité différentes et qui nous ont énormément appris dans la façon de monter nos dossiers, de parler avec leurs investisseurs, et également parce qu'elles ont permis à la défense de s'ouvrir, parce qu'on peut maintenant citer quelques belles réussites, et ça permet de créer de l'appétence pour les investisseurs. Je rajouterai un dernier point sur cette partie levée, qui est qu'on a fonctionné par petites briques. Donc des fois, si on n'arrive pas à lever 500 ou 600 d'un coup, ce qui était ce qu'on souhaitait nous au départ, on fait une première partie de la levée pour la moitié ou 60% avec plusieurs petits acteurs, et après ça permet d'avoir amorcé un petit peu la pompe pour pouvoir aller derrière, susciter un peu plus d'intérêt auprès des fonds d'investissement. Nous, on le voit clairement avec l'effet du Covid. On a aujourd'hui des fonds d'investissement qui s'intéressent à nous, qui ne s'intéressaient pas forcément à nous il y a encore quelques mois. On a levé, on va bien en période de crise, donc forcément, ça crée un effet d'engouement. Donc vraiment partager, et puis ne pas hésiter à se servir de son réseau, parce qu'il y a une expression que les pilotes de chasse de l'armée de terre aiment bien, c'est chasser en meute. Et je trouve que chez Generate, c'est assez vrai, parce qu'on a eu cette capacité tous de chasser en meute, et ça aide énormément sur un secteur dans comme la défense. Le deuxième point, c'est le point bancaire pour nous, qui a été là pour la peine extrêmement compliqué. Donc, je vais citer quelques chiffres. On a 3 banques qui ont dénoncé nos comptes dans les 2 premières années sans motif particulier. Donc, clairement en lien avec notre secteur d'activité, même si c'est effectivement officiellement pas dit. On a eu 6 refus bancaires, dont 4 après des accords écrits sur la faisabilité du projet, donc pas forcément uniquement parce qu'on avait présenté un dossier et c'est tout. Donc évidemment persévérer, mais surtout je pense qu'il faut faire connaître notre secteur en n'hésitant pas à écrire à la direction. Et nous, la seule banque avec laquelle on peut vraiment dire aujourd'hui qu'on a une relation de confiance maintenant, pour la peine je vais la citer parce qu'elle vient vraiment de jouer le jeu, c'est la BRED, et ça s'est fait à partir du moment où on a écrit à son directeur général Olivier Klein, que je remercie au passage du temps qu'il nous a accordé. À partir de là, on a eu une personne de confiance au sein de la BRED dans un poste de direction qui a compris notre business model, et à partir du moment où ils ont compris notre business model, on a pu dérouler. C'est vrai qu'il y a un formalisme, il y a une langue banquier qu'il faut savoir parler, qu'il faut savoir apprendre rapidement et qui est des fois difficile dans la défense, parce que
antinomique avec les critères de compliance qu'ils ont spontanément dans leur service risque. Donc vraiment, je pense qu'il y a un très gros travail de communication à faire en amont et malheureusement, c'est des fois un peu incompatible avec le rythme qu'on peut avoir. Et ce sera mon dernier point sur les forces. On a eu énormément de chance, on a été acheté par les forces dès la création de l'entreprise. Donc le premier prototype s'est vendu moins de 15 jours après qu'on ait eu notre cabis, ce qui était vraiment exceptionnel. Et elles nous ont soutenus tout du long, y compris dans les moments où ça a été difficile, où ça a été long. Et l'avantage, c'est que la commande publique a une forme de fiabilité qui, pour la peine, n'était pas un argument pour que la banque nous prête, mais était au moins un argument pour qu'on continue à avancer et pour que les investisseurs commencent à nous faire confiance. Donc, il y a une politique de bienveillance sur le ministère des Armées envers ces startups et ces PME, dont nous, on peut clairement témoigner, avec des circuits courts d'innovation qu'on a réussi à mettre en place, notamment avec l'aviation légère de l'armée de terre. Et en 2 ans, on a créé un produit, commercialisé ce produit, expérimenté. Enfin, le cercle a été quand même très rapide parce que toute la chaîne nous a soutenus, de l'opérateur jusqu'au commandement. Et c'est vrai que ça aide quand même sur le financement parce que c'est aujourd'hui quelque chose qui, à mon avis, peut être un game changer pour les entreprises. Quand vous avez une relation avec les forces et que vous avez des prototypes qui sont validés, quand vous avez des retours d'expérience qui sont concrets, c'est des choses qui parlent aux investisseurs parce qu'ils savent que ce sont des gens exigeants. Donc peut-être qu'une des pistes futures pour le milieu de la défense, c'est de s'appuyer sur le niveau d'exigence des forces pour montrer aux investisseurs qu'il y a déjà une forme de garantie qui s'est installée. Voilà. Et en complément, Kevin, juste pour terminer sur le sujet bancaire, nous, ce qu'on constate au niveau de Generate, parce que ça nous permet de voir aussi en fonction de la maturité des entreprises et des solutions. Et c'est vrai que ce que disait Karine, au début, elle n'a pas mis le mot intelligence artificielle et big data dedans. Donc déjà, elle partait avec des points en moins sur le côté sexy de son entreprise. Mais dès qu'on rajoute le volet défense, et c'est vrai que nous, alors c'est souvent des discussions que j'ai eues en off avec certains banquiers qui ne me le disent pas officiellement évidemment, mais ils nous disent voilà, votre dossier il est très bon, on y croit, mais en fait c'est l'échelle locale avec qui la relation se passe très bien parce qu'ils comprennent tout de suite l'ancrage qu'il peut y avoir. Enfin vraiment, les banques au niveau local elles font leur boulot globalement, mais à un moment quand on parle de certains investissements, elles doivent remonter à l'échelle parisienne ou à l'échelle transrégionale, enfin, je ne sais pas comment ils appellent ça là-bas, et on voit que le critère défense est, je ne vais pas dire systématiquement, mais très très souvent bloqué par la direction de compliance, qui a souvent le dernier mot dans les choix d'investissement, et clairement, les problématiques de défense font partie des critères bloquants dans la compliance, au même titre que financer le trafic de drogue, financer, enfin voilà, des choses. Et moi, j'ai découvert ça dans des discussions qu'on était dans la même case que des choses totalement illicites. Et je leur disais, mais vous savez le marché de la défense est le marché le plus régulé qui existe dans ce pays. Donc, on ne pouvait pas nous opposer que ce soit des entreprises qui font n'importe quoi. Et ces critères de compliance sont tellement extensifs qu'ils mettent dans la même catégorie défense quelqu'un qui va produire des balles, donc une logique de létalité. Je peux comprendre que ça rentre dedans, mais dans ce même critère de défense, on va mettre ceux qui font de la protection avec des tacs, ceux qui font de la formation ou ceux qui font de l'intelligence artificielle. Et en général, ils ne vont pas chercher plus loin. Et ça, c'est une des recommandations que nous, on est en train de travailler au niveau de Generate et du J4, c'est vraiment créer un canal de dialogue avec les organismes bancaires pour qu'ils comprennent quel est notre métier, ce qu'il y a derrière et tendre la main et pour comprendre qu'aujourd'hui, soutenir les entreprises de défense, c'est soutenir l'État, c'est soutenir la souveraineté française et que c'est que du win-win de travailler ensemble. Il y a un travail aussi qui peut être fait à l'échelle de BPI France. Nous, on a vu la différence entre 2 conseillers. On a la chance aujourd'hui d'avoir un conseiller qui a parfaitement compris ce qu'on faisait. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette problématique de compréhension de l'activité. Et comme disait François, ils mettent tout dans un même panier. Et moi, je me rappelle d'un critère qui était que sous prétexte qu'un de nos services est de préparer des gens qui vont être amenés à faire de l'appui-feu, c'est-à-dire de l'appui aérien sur un théâtre d'opération, ils considéraient qu'on avait une fonction létale évidente. Et ça a été notre tout premier contact au départ avec BPI France ou avec des banques.
Aujourd'hui, il y a un travail qui a été fait entre Generate et BPI et c'est très appréciable parce qu'on a des points de contact chez BPI. Ils ont commencé à comprendre le fonctionnement spécifique de ces startups, mais c'est évidemment un relais dont on a besoin aujourd'hui, tout comme la partie bancaire, avec des réalités, pour ne pas les citer. Moi, j'ai une de mes directrices d'agence bancaire qui a retourné son écran et qui m'a montré au moment de notre pré-innovation pour le dernier critère, donc c'est-à-dire au moment où le dossier était monté, a dit voilà pourquoi ça passe pas, et toute innovation directe et indirecte liée au milieu militaire était exclue du pré-innovation garantie par l'Europe. Quand on sait que l'Europe de la défense est un des grands sujets européens, il y a une problématique quand même assez forte entre ces deux positions. Écoutez, merci beaucoup. On comprend bien le parcours du combattant que ça peut être pour une start-up positionnée dans la défense, déjà d'avoir des prêts bancaires et puis après de lever des fonds. Mais dans ce que j'ai entendu, c'est aussi la commande publique peut être aussi un levier. Et du coup, c'est ça qui est intéressant. Je vous propose de passer à la deuxième partie sur la relation que les startups évoluant dans le domaine de la défense peuvent avoir avec le client défense, qui peut être assez unique potentiellement, et bénéficier pour cela de votre retour d'expérience, en commençant avec Arnaud, si vous le voulez. Très volontiers. Donc, du coup, un élément que j'ai pas présenté en introduction sur notre activité, c'est que ni moi ni mon associé ne venons de la défense et qu'on est vraiment tombé sur ce marché un petit peu par hasard. On travaillait dans l'analyse de données satellites et du coup assez rapidement la DGA nous a identifiés, a établi un dialogue et on a été particulièrement sensibilisés aux enjeux de nos clients qui est la sphère du renseignement à travers une première initiative qui devait être en 2017 qui s'appelait le défi de la direction du renseignement militaire où pendant une journée, un événement particulièrement bien organisé aux Invalides, l'ADRM présentait à une quarantaine d'industriels leur quotidien, quelles étaient leurs questions, leurs besoins, leurs enjeux. Et ça a été vraiment un moment extrêmement intéressant, un eureka moment. Je me souviens encore de sortir de cette journée et appeler mon associé et lui dire « Écoute, il faut absolument qu'on travaille sur ce sujet-là. Ils ont des besoins incroyables. J'ai depuis maintenant les ordres de grandeur économique en jeu, c'est plus de 120 milliards d'euros par an dépensés au sein des pays OTAN sur l'acquisition de moyens dit C4ISR, donc c'est les satellites d'observation, les drones, les avions et ainsi de suite. Et dans le même temps, dans la presse, on voyait des généraux ou des colonels dire que 95% ou 99% des données ne sont jamais regardées. Donc moi, avec mon parcours financier, ça me faisait un petit peu tilt dans la tête qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Donc, tout ça pour dire que la capacité à comprendre les enjeux de nos clients, ça a été vraiment le déclic qui nous a donné envie de travailler dans ce secteur-là et ensuite qui nous a permis de construire une proposition pertinente et différenciante pour ces utilisateurs. Comprendre ces enjeux, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc, il y a deux axes aujourd'hui. C'est d'un côté, le ministère des Armées fait beaucoup d'efforts pour donner de la lisibilité. Un certain nombre de défis ont pu être organisés et sont maintenant portés par l'AID. Il y a beaucoup de sensibilisation sur la communication sur les besoins. Il y a des salons comme le SOFINS qui présentent les besoins des forces spéciales. Et à côté de ça, c'est un axe plus bottom-up, des réseaux qui s'organisent, et notamment Generate, qui est une sorte de fenêtre ouverte pour essayer de comprendre le monde de la défense, ses besoins, ses us et coutumes. Et ça a été particulièrement clé pour nous pour arriver à parler à des utilisateurs qui sont peu accessibles du grand public. Et on ne peut pas nous acquérir des clients avec du Google Ads ou du mailing sauvage. Donc, il faut comprendre, la confiance se gagne dans la durée. Et le fait de faire partie d'une famille comme Generate qui sert de filtre, ça rassure les interlocuteurs qui vont plus naturellement répondre à nos appels. Donc, je veux dire que ça a été un élément très, très structurant. Ensuite, à partir du moment où le dialogue est établi, il reste tout un tas de pièges.
on pense que, comme dans tous les marchés classiques, dès qu'un besoin est défini et compris et qu'on a une solution qui y répond, du coup, c'est gagné. Non, parce qu'il faut ensuite un budget. Et on pense du coup qu'une fois qu'on a le budget, c'est gagné. Maintenant, il faut un contrat. Et ça, c'est assez particulier à la commande publique. Et donc, ça, typiquement, Generate va aider à naviguer dans toute cette jungle pour comprendre comment et par où on peut passer. Donc là encore, Generate aide. Et en même temps, le ministère des Armées a fait des efforts pour fluidifier tout ce process, que ce soit au niveau de la DGA ou à travers l'Agence Innovation Défense. Donc, il y a ensuite, plus on gravit d'échelons et de marches, plus on trouve des nouveaux loups, des nouvelles difficultés. Au bout d'un moment, il faut des habilitations. On découvre qu'il faut un contrat pour être habilité et il faut être habilité pour avoir un contrat. Voilà, des choses de ce style-là. Et on résout les problèmes les uns après les autres. Et comme l'a dit Karine tout à l'heure, on essaie de trouver des gens qui ont déjà eu le problème avant pour ne pas avoir à réinventer des solutions au fil de l'eau. Maintenant, c'est des sujets qui sont intéressants. Moi, à titre personnel, j'ai été passionné, je suis tombé amoureux de ces sujets-là. Puis au-delà de l'intérêt intellectuel, on est heureux de travailler au service des armées. Et aussi, d'un point de vue financier, à partir du moment où on arrive à faire nos preuves, on peut assez rapidement aller sur des contrats qui sont typiquement 10 fois plus gros que ce qu'on pourrait avoir sur des applications civiles. D'ailleurs, l'organisation homologue de l'AID aux États-Unis a pas mal de rétextes très intéressants sur son site web. Et une des quotes que j'aime bien, c'est une société qui s'appelle Shield AI qui fait un testimony et qui va dire sur le site, voilà, on a eu un contrat qui a été du premier jour 10 fois plus gros que ce qu'on aurait pu avoir avec un client dans le domaine civil. Donc, si c'est 3 fois plus long, mais que les contrats sont 10 fois plus gros, on reste gagnant. Maintenant, si on arrive à avoir des délais de contractualisation qui se raccourcissent, ce sera encore plus bénéfique. Mais le jeu en vaut la chandelle, le sujet est intéressant et il est maintenant clairement possible d'avoir une belle croissance de revenus dans ce secteur-là. Merci pour ce retour positif et qui donne de l'espoir. Je vais laisser la parole à Karine qui va peut-être expliquer son retour d'expérience avec le client défense, que ce soit en matière de soutien et d'aide à l'innovation ou bien en termes de contrat direct. Tout à fait. Donc, petite correction tout à l'heure, évidemment. Donc, je parlais des pilotes d'hélicoptères de l'armée de terre. Hein. Sinon, pour la peine, on va perdre notre contrat beaucoup plus vite que prévu si je fais des mélanges de genres. Le premier point sur lequel je viendrai avec les forces, c'est ce que disait Arnaud, c'est la connaissance en fait de leurs problématiques et la passion qu'on peut avoir pour leur sujet. Nous, c'est vrai qu'on était passionnés par ce qu'ils font, et je vais prendre le témoignage de mon directeur technique, qui est un de nos formateurs également, qui la dernière fois, en revenant de 3 jours avec un régiment parachutiste sur le terrain dans des conditions de terrain opérationnel, donc un petit peu plus rustiques que les bureaux parisiens, disait que ce qui était extraordinaire, c'était de voir à quel point ils sont reconnaissants de ce qu'on peut faire. Et c'est vrai que la première chose que moi je constate avec les militaires, quand on travaille avec eux sur la R&D, c'est la reconnaissance qu'ils ont quand on s'investit à leur côté, le rétexte concret qu'ils nous donnent. L'avantage, c'est que c'est blanc ou c'est noir, mais quand ça marche, on sait que ça marche vraiment. Quand ça marche pas, on le saura aussi vite. Donc c'est très clair, et ça, c'est extrêmement efficace pour faire avancer sa R&D. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de voir les forces comme un réel partenaire. Nous, on a mis en place cette politique. On s'est auto-limité sur les bénéfices qu'on peut faire avec les forces armées françaises en considérant qu'elles étaient un partenaire. Donc, on a beaucoup de contrats qu'on a clairement à perte en termes de R&D si on devait rentabiliser sur la première appel d'offres. Mais ce qu'ils nous ont apporté en termes de savoir, de retour et d'image aussi, parce que nos forces françaises font partie des meilleures au monde, et quand vous travaillez avec des forces opérationnelles qui sont sur un théâtre d'opération comme le Sahel, et qu'ils reviennent en vous disant votre solution est combat proven, comme ils disent, ça vaut tous les plans marketing, stratégique et communication du monde pour pouvoir partir à l'export. Et il y a ce soutien à l'export. Il y a réellement, ils nous ont mis en relation avec des délégations étrangères. Ils poussent
dans le sens, il y a une structure aussi avec toute l'organisation militaire qui permet d'avoir des points de relais quand même à peu près dans tous les pays, avec un système comme Generate ou J4, un groupement qui nous appuie quand on a besoin de partir à l'export. Donc, je pense qu'il y a vraiment une vision, pour moi, de partenariat à avoir avec les forces et non pas forcément de recherche immédiate de commandes, voilà, en se disant, bon, bah, tiens, je viens dans la défense parce qu'au moins j'ai une bonne commande publique ferme et rapide. Comme disait Arnaud, c'est un vrai parcours pour contractualiser, autant pour eux que pour nous. Souvent, la frustration est des deux côtés, mais ils nous apportent beaucoup plus qu'une simple commande publique. Et puis, il y a un contact aussi qui est possible par leur intermédiaire avec un réseau local, parce que c'est du ministère des Armées jusqu'au régiment des forces spéciales, il y a une implantation sur tout le territoire. Il y a un relais avec les élus. Nous, ça nous a permis justement de faire avancer, remonter certains sujets bancaires par l'intermédiaire des élus qui étaient impliqués sur les questions de défense. Donc, il y a vraiment un écosystème qu'il faut pénétrer et qu'il faut avoir envie de découvrir au départ, je pense, pour que ça puisse fonctionner sur le long terme dans la relation avec eux. Merci. Je laisse la parole à François. Il va peut-être nous donner la vision de Generate. Oui, mais le mot, clairement, il a été abordé là-dedans. Nous, le Generate, on se positionne vraiment comme un partenaire de confiance entre les startups et les armées. Et là où c'est intéressant, c'est que il y a un cercle vertueux qui se met en place. C'est-à-dire que nous, quand on détecte des startups et qu'elles intègrent dans Generate, où il y a un vrai critère de sélection, c'est-à-dire, juste pour vous donner des chiffres, aujourd'hui, on a 44 startups qui ont intégré ou qui sont en cours dans le programme. On en a reçu plus de 70 en jury et j'en ai vu en one-to-one, c'est-à-dire une première sélection de préfiltrage, plus de 250. Et aujourd'hui, là en ce moment, je reçois 3 à 4 candidatures par semaine de startups qui veulent rejoindre le programme. Donc aujourd'hui, quand vous voyez qu'on en intègre 8 tous les 4-5 mois, c'est que vraiment il y a des critères de sélection qui sont assez rudes, notamment où on associe les forces armées, les forces de sécurité, l'AID, la DGA, l'armée de terre, dans le critère de sélection et dans le jury, c'est que elles sont vraiment charcutées pendant la sélection. Et ça, c'est un gage de confiance et de crédibilité quand demain une startup se recommande de Generate ou que nous on pousse une startup, elles savent que c'est pas une startup qui a vu la lumière et qui dit bah tiens je veux bosser dans la défense parce que je sens que je peux faire quelque chose. C'est que c'est déjà carré au niveau du business model et au niveau de la solution qui peut y avoir derrière. Et inversement, et ça aussi c'est quelque chose de très bénéfique et qu'on voit et qui est très récent, c'est que vous avez soit les armées elles-mêmes qui me disent écoute François, cette startup-là, on sent qu'on peut faire quelque chose, ça nous rassurerait qu'elle soit intégrée au sein de Generate parce qu'on saurait qu'elle est dans un écosystème favorable, qu'elle apprendra de rétextes des autres, que tu seras là pour l'accompagner et que ça nous permettra d'être sûr qu'elle n'est pas lâchée dans la nature. Et également, des gros industriels, des maîtres d'œuvre industriels aussi nous poussent certaines de startups qui disent bah tiens, dans une logique de partenariat, on trouve que c'est pas mal ce qu'elle fait. Elle est peut-être un peu trop jeune pour qu'on commence à bosser avec elle. Est-ce que tu peux regarder si c'est intéressant pour elle dans Generate et voilà, si elle répond aux critères, bah nous, ça sera que un SaaS ou l'antichambre de pouvoir bosser avec elle parce qu'elle sait que pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, elle va être accompagnée par toi. Donc, il y a vraiment une logique vertueuse et c'est ça qui rassure tout le monde parce que, et ça, Karine et Arnaud l'ont bien évoqué, c'est un petit monde. Tout le monde se connaît. Donc, la réputation d'une boîte, elle peut se faire et se défaire assez rapidement. Et quand on est dans une logique où vraiment de solidarité et d'entraide, et le positif engendre le positif et plus on essaie de tirer vers le haut les startups, plus Generate est valorisé, plus J4 est valorisé, plus nos armées sont valorisées. Donc, l'idée, c'est d'abandonner personne sur le bord de la route et de montrer que tout le monde peut réussir. Et une boîte comme Earthcube, moi, ça me fait très plaisir parce que Arnaud est très humble et il n'est pas très expansif, mais c'est quand même… Enfin, moi, je lui tire mon chapeau et Karine, pareil. C'est-à-dire que combien d'autres entrepreneurs auraient abandonné? Et moi, je suis fasciné de voir comme ils ne lâchent rien. Et moi, un des arguments quand on me dit « Ouais, mais une boîte dans la défense », je fais « Mais si vous arrivez à réussir dans la défense, mais vous pouvez réussir n'importe où. » C'est-à-dire que les survivants des gens qui arrivent à contracter dans la défense, mais ils peuvent attaquer n'importe quel marché derrière. Donc justement, enfin moi je leur retourne leur argument qui me disent ouais mais la défense c'est compliqué. Mais justement, c'est parce que tu as des entrepreneurs ultra résilients, ultra résistants que ces gens-là, il faut miser sur eux parce qu'ils sont prêts à aller à la guerre avec toi et ils vont aller jusqu'au bout parce qu'ils ont passé le filtre des banques, ils ont passé le filtre des marchés publics, ils ont passé le filtre de plein de choses. En plus de ça, certaines particularités de la défense, et Arnaud a un peu parlé des habilitations, mais
il y a plein d'autres spécificités qui font que c'est compliqué. Donc moi, aujourd'hui, sincèrement, moi, je trouve que ce que je dis souvent, le secteur de la défense m'épuise autant qu'il me fascine, parce que d'un côté, on se dit, mais ça sert à quoi de continuer parce qu'on va dans les murs et c'est épuisant. Et à côté de ça, il suffit d'une rencontre et d'un cas qui fonctionne bien. On se dit, mais c'est extraordinaire, en fait, on peut réussir de plein de belles choses, surtout qu'on est dans une logique vertueuse où l'idée, c'est de tirer vers le haut nos armées, tirer vers le haut nos capacités. Et ça aussi, les arguments, parfois le côté institutionnel nous dit, oui, mais attendez, c'est les intérêts d'une boîte. Je fais, mais Hearthcube, quand il gagne un contrat à l'étranger, c'est la France. Tout le monde sait qu'ils sont français. Et la preuve en est, hein, c'est qu'aujourd'hui, si les Américains ont contracté avec Hearthcube, moi, j'ai jamais vu un Américain dans la défense faire du social avec une boîte française. Donc, ça veut dire que s'ils ont réussi à pénétrer le marché américain, c'est que c'est une vraie plus-value et que ces boîtes-là, il faut les soutenir jusqu'au bout et justement faire un cas d'école pour en attirer d'autres et prendre l'exemple de Hearthcube, mais il y en a 2-3 autres chez Generate qui sont en train de suivre le pas. Et c'est donner de l'espoir à d'autres boîtes en disant ouais, vous allez voir, ça va être la galère au début, mais regardez, au bout de 2 ans, il y en a qui arrivent et ça arrive à des très belles réussites. Peut-être si je peux me permettre de rajouter juste un point, c'est l'accessibilité des gens à qui vous parlez. C'est quand même un des rares environnements où le général, même s'il commande une armée entière, vous répondra si vous sollicitez son aide, si vous lui demandez un avis. Enfin, il y a quand même un contact. Nous, très rapidement, on s'est retrouvés directement avec le contact du général qui commande la direction des ressources humaines de l'armée de terre et qui nous a accordé un rendez-vous de plus de 30 minutes lors de la fabrique de défense, alors qu'on est encore une petite start-up et qu'on commençait à peine à être suffisamment scalable pour pouvoir atteindre un niveau comme l'armée de terre. Et pourtant, immédiatement, il y a une relation de confiance, il y a une relation d'écoute et de respect. Et ça, ce n'est pas le cas forcément dans tous les environnements. La bienveillance, elle se fait aussi vis-à-vis des chefs militaires et entre start-up également. Et pour terminer, Kevin, je termine là-dessus 30 secondes. Juste nous, il y a vraiment 2 partenaires avec qui on travaille beaucoup et la relation est directe et vraiment de confiance. C'est avec l'Agence Innovation Défense, évidemment, qui est notre point de contact privilégié, et avec Emmanuel Kivant, qui nous a toujours soutenu jusqu'au bout sur plein de sujets, et puis toutes les équipes qui peuvent avoir derrière. Alors après, voilà, l'idée, c'est une administration qui a 1 an, donc on ne peut pas lui demander monts et merveilles, et c'est normal. Et d'un côté, on dit qu'il faut être patient, mais d'un côté, on dit qu'il faut aller vite. Donc on est toujours un peu entre les deux. Et c'est un peu le paradoxe de dire il est urgent d'attendre parfois. Et ça, c'est un peu compliqué des fois à la fois à entendre et en plus à vivre. Et également BPI qui nous aide sur beaucoup de sujets, notamment sur la problématique bancaire, qui pareil, est aussi dans une position qui n'est pas toujours confortable parce que ça reste une banque publique, donc ça reste l'État. Donc nous, mais on a un canal de dialogue avec eux qui est très constructif et à chaque fois qu'on a dû demander leur aide, à 99% des cas, on a trouvé une solution. Et là, je peux en témoigner. Moi, j'ai vraiment vu la différence entre avant Generate et après Generate. Il y a vraiment une relation de confiance entre les deux qui est extrêmement productive. Et je remercie BPI France parce que c'est vrai qu'ils font un effort important sur le milieu de la défense. Et merci. Ce que je retiens de vos interventions, c'est qu'effectivement, le monde de la défense est passionnant, un peu compliqué, mais c'est ça qui le rend plus intéressant. Et aussi le fait que c'est un petit milieu dans lequel il est important d'être connecté aux bons endroits et que, par exemple, Generate est un accélérateur avec ce monde plus traditionnel de la défense. C'est peut-être un petit peu compliqué à appréhender pour une jeune start-up. Donc, dans cette veine, pour continuer un petit peu sur cette question-là, j'aurais des questions sur quelle forme de partenariat vous pouvez nouer avec les acteurs traditionnels qui composent la BITD et comment vous arrivez à travailler avec eux en tant que jeune start-up. Est-ce que c'est un plus pour vous et comment vous les approchez, etc. Voilà, donc je laisse la parole à Arnaud. Merci. Effectivement, la question des partenariats est extrêmement importante dans le secteur de la défense. Il peut y avoir 2 types de partenariats, ceux avec les très grands historiques et des partenariats entre plus petites sociétés. Travailler avec les historiques, c'est quelque chose qui est nécessaire. On peut se rouler par terre et dire que c'est compliqué. Il n'est pas possible aujourd'hui d'avoir un scope significatif sans avoir une adhérence forte avec un périmètre d'un des incumbents. Je précise qu'on est dans le domaine du logiciel. Je pense que les logiques dans le logiciel et dans le hardware
peuvent être assez différentes. Donc, je pourrais témoigner sur ce qui nous concerne, mais on a travaillé très tôt en coopération, en sous-traitance de Thales, qui a un rôle très important et déjà énormément d'activités dans le monde du renseignement en France. Donc, il aurait été illusoire d'avoir une approche arrogante en disant nous, on est une start-up, on va vous réinventer la vie et vous mettre des logiciels totalement déconnectés de la réalité. Il y a des faits techniques et opérationnels qui font qu'on n'a pas d'autre choix que de travailler avec ces industriels. Et preuve en est, on a eu ensuite successivement plusieurs contrats en coopération avec Thales dans Man Machine Teaming. Dans le cadre de l'EDIDP, où on était lauréat il y a 2 semaines, c'est un consortium qui regroupe IGEOS, donc une joint venture, Thales Leonardo et également Airbus, et où on est présent. Donc, c'est des partenariats qui peuvent être gagnant-gagnant et il faut arriver à trouver la complémentarité. Ce qui est important, c'est de ne pas être fermé, mais inversement, de ne pas se laisser marcher sur les pieds. C'est pas parce qu'on est petit, des choses que j'aime bien dire à la DGA, c'est que notre chiffre d'affaires ne doit pas être proportionnel au nombre d'employés par rapport à ces grands acteurs. Et donc, c'est pas parce qu'on est petit qu'il faut nous donner moins d'argent si la valeur ajoutée qu'on apporte est équivalente. Donc, à partir du moment où on trouve des terrains d'entente gagnant-gagnant, il y a toujours des partenariats qui peuvent se créer. Des sociétés qui historiquement étaient des concurrentes, comme des fournisseurs d'images, là je vais parler dans un contexte plus anglo-saxon, Maxar. Il y a encore 2 ans, on nous considérait comme un concurrent. On travaille pour un client qui utilise ces données et depuis 1 an, ils traitent 11 fois plus de données qu'avant que notre solution soit en place. Donc maintenant, Maxar a des dollars dans les yeux puisque leur métier historique, c'est quand même de fournir des images. Et s'ils voient une solution qui marche et qui permet à leurs clients d'acheter plus d'images, ils sont très contents. Donc aujourd'hui, on arrive à bien fonctionner. Donc ça veut dire qu'il faut être ouvert et en même temps, il ne faut pas avoir peur de s'imposer, enfin de protéger son périmètre et de ne pas se faire non plus marcher dessus dans cette relation. Merci. Karine, est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus, peut-être? Oui, très rapidement, nous on est dans le début de la collaboration avec les grands groupes. C'était un des objectifs une fois qu'on avait fini notre période de prototypage. C'est vrai qu'on a encore une fois bénéficié de la reconnaissance que les forces nous avaient donnée auprès de ces grands groupes qui spontanément se sont tournés vers nous parce que, en tout cas, pour 2 d'entre eux, on pouvait être réellement un must-win. On est dans un cas un peu particulier, parce qu'encore une fois, on est sur l'innovation de service, donc ils ont des fois un petit peu de mal à imaginer comment les briques vont pouvoir se mettre ensemble pour former quelque chose de cohérent, alors que c'est vrai que peut-être des fois sur des briques techno, c'est plus évident dans la tête des techniciens, mais on a quand même une relation d'écoute et encore une fois, de par l'environnement défense, vous arrivez très rapidement à parler avec des interlocuteurs compétents, d'un bon niveau hiérarchique aussi qui permettent de faire avancer les projets. Donc voilà, je pense que ce n'est pas l'environnement le plus complexe pour travailler avec des grands groupes. De mon expérience professionnelle passée, c'était plus difficile dans un milieu hors défense, même si, on ne va pas se le cacher, ça prend du temps. Je pense qu'il faut vraiment voir sur le long terme, comme le disait Arnaud, une relation de partenariat, je dirais, qui puisse s'apporter mutuellement quelque chose au départ avant de réellement avoir une commercialisation rentable. Non, pour répondre à ta question, Kevin, oui, c'est compliqué. Clairement, les relations entre certaines startups et certains grands groupes sont compliquées. Et encore une fois, quand on dit ça, on a tout et rien dit. Il y en a certaines avec qui ça se passe très bien. Et moi, je sais que je prends souvent un exemple parce que les relations sont très fluides, c'est avec MBDA, avec qui on échange régulièrement, avec qui il y a des vraies relations et on n'a que des retours positifs. Et il y en a d'autres avec qui c'est plus compliqué. Et encore une fois, c'est pas forcément de la mauvaise volonté. C'est qu'il y a une vraie problématique d'organisation dans ces grandes entreprises qui, au même titre que certaines administrations, quand on doit gérer des centaines de personnes avec des paramètres qui sont bien déterminés, dès que vous avez un sujet qui est un peu transverse, et vous mangez sur les périmètres de l'un, on ne sait pas qui est le chef de projet. Donc, le temps qu'on trouve qui est la bonne personne au bon niveau, et il y a cette logique aussi de temporalité.
Et nous, si vous voulez, c'est un peu ce qu'on essaie de faire au sein de Generate, où on a tous les grands groupes de notre écosystème du terrestre. On a nos startups, nos PME. On est un peu la sentinelle de tout ça et on arrive à avoir tout le spectre. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que un mois pour certains, c'est rien du tout. Un mois pour d'autres, c'est énorme. Et pourtant, ça fait 30 jours pour les deux. Mais en 30 jours, il y en a qui arrivent à faire des trucs et d'autres qui arrivent à faire moins de trucs parce qu'ils ont une organisation et des structures un peu lourdes. Et moi, l'idée, c'est que j'essaie de créer ce dialogue entre les grands groupes, quand ils n'arrivent pas à faire directement entre ces groupes et ces startups. Et le message que je veux passer, c'est que d'un côté, ça ne sert à rien de se tirer dessus ou de dire ouais, c'est compliqué, ça ne marche pas. De toute façon, à un moment, la startup sera obligée de travailler avec un acteur historique de la BITD pour du partenariat ou même pour partir à l'export. Donc, il faut faire avec, c'est compliqué, c'est long, mais il faut y aller. Et inversement, et ça aussi, c'est le discours que je pose à certains grands groupes, c'est que ils font pas du social avec les startups. C'est pas une logique, ah bah tiens, c'est grâce à moi, ça va me permettre de. Il faut aussi qu'ils comprennent que ces startups-là apportent une vraie plus-value et elles les aident également à monter en puissance sur certains domaines et sur certaines solutions. Et on en revient à une logique aussi culture où moi, aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi il y a certains grands groupes américains qui sont parfois 10 fois plus gros que des groupes français sur le même type de métier, qui sont plus réactifs que des groupes français. Et moi, ils ont une connexion Internet qui est aussi rapide, ils ont des boîtes mail qui sont les mêmes, et moi, aujourd'hui, je n'arrive pas à suivre. Donc, il y a une vraie logique de culture, mais on y arrive. Et sincèrement, tous les jours, c'est petit à petit. C'est que des quick wins sur créer. Et moi, j'essaie beaucoup de jouer sur la jurisprudence, ou plutôt que de dire, vous voyez, ça marche pas, c'est plutôt dire, vous voyez, il y a celui-là qui a réussi à travailler avec tel grand groupe, c'est la preuve que ça peut marcher. Allez, on y va. Donc, faut prendre du temps. On en revient à la question de temporalité, on en revient à la question de culture et d'organisation, mais on va y arriver. Encore une fois, l'idée, c'est de tirer tout le monde vers le haut. Des startups qui, des fois, font des partenariats avec des PME qui sont installés depuis 80 ans dans l'écosystème et ça match tout de suite et ça marche très bien. Des startups avec des grands groupes, c'est parfois un peu plus long, mais quand ça marche, ça fait des belles choses et Earthcube en est le témoin. Écoutez, merci beaucoup. Vous avez respecté le temps de parole. Je tiens à vous remercier pour ça. Donc, on va pouvoir passer aux questions. Là, il y a eu des questions. Donc, je remercie les spectateurs pour les questions qu'ils ont posées. Alors, il y a des questions déjà sur les programmes, les dispositifs d'aide à l'innovation, Astrid et Rapide. Alors, est-ce que vous utilisez les moyens Astrid? Donc, ce serait peut-être plutôt pour Arnaud comme question. Et plus généralement, les conditions actuelles d'attribution des marchés publics ou d'éligibilité aux subventions type Rapide sont-elles adaptées à votre environnement, selon vous? Une question également sur les marchés. Comment passer efficacement le filtre de la remarque pas assez gros et solide pour rassurer la fourniture de produits dans la durée? Donc, c'est vraiment toujours la problématique des startups. Évidemment, hors marché avec l'effort spécial et petites séries, parce que c'est un peu spécifique. Et une autre question, c'est comment placer le curseur entre besoins ou capitaux et donc comment assurer l'attractivité des startups évoluant dans le domaine de la défense pour les fonds d'investissement et avec le curseur du contrôle des investissements étrangers sur des activités qui peuvent être jugées stratégiques. Donc, est-ce que quelqu'un veut commencer? Arnaud, feu. Ouais. Tu as listé trop de questions d'un coup, là, je suis perdu. Alors, peut-être sur les financements. Sur les financements, oui. Du coup, alors il y a deux mécanismes qui ont été évoqués, Astrid et les rapides. Ouais. Donc, au sein d'Earthcube, on travaille sur des sujets scientifiques très pointus. Maintenant, Astrid, on parle de TRL quand même vraiment très bas, qui sont plutôt orientés sur des centres de recherche. Donc, dans le domaine de l'intelligence artificielle, ça va être vraiment des choses extrêmement fondamentales. Donc, nous, aujourd'hui, on travaille plutôt dans le domaine des rapides. Donc, ce qu'on appelle les TRL, c'est le niveau de maturité technologique des sujets. Donc, on travaille sur des rapides qui sont des mécanismes fabuleux, mais sur lesquels il faut faire attention à ne pas les dévoyer dans la finalité. Souvent, comme c'est compliqué de passer des contrats, il y a pu y avoir dans le passé la tentation de donner un rapide plutôt que de donner un contrat pour tester un produit, ce qui est quand même extrêmement néfaste pour tout le monde. Pour la start-up, ça veut dire qu'elle a un contrat à perte, puisque le rapide a une subvention à 60%. Donc, ça veut dire qu'il faut s'engager à dépenser 40% de plus que ce qu'on gagne, ce qui n'est pas un modèle hyper pérenne.
Et c'est aussi mauvais pour ceux qui cherchent à pousser des sujets innovants parce que en fait, on finance des choses qui sont plutôt sur étagère et donc c'est de l'argent qui ne va pas à des choses plus innovantes. Donc nous, les rapides qu'on a aujourd'hui, le rapide se passe extrêmement bien et c'est un outil exceptionnel pour être au contact des opérationnels et travailler sur des sujets innovants main dans la main avec eux. Donc c'est un superbe mécanisme, il faut juste être vigilant à ce que ce soit utilisé sur les bons sujets. Merci. Peut-être repasser aux autres questions. Je ne sais pas si Karine ou François voulez parler des dispositifs rapides ou Astrid. Non, mais moi je partage tout à fait, ce que dit Arnaud. Le rapide, c'est un très bel outil qu'a mis en place la DGA qui fonctionne très bien. Après, on peut toujours à la marge améliorer et autres, mais c'est aujourd'hui un des meilleurs outils qui permet de favoriser la montée en puissance et d'être clairement dans le besoin opérationnel. Donc, on ne peut que appuyer ce dispositif. Nous, ce sera notre prochaine étape, justement, parce qu'on est arrivé à une maturité sur la partie numérique et digitale qui fait qu'on va pouvoir le présenter. Et en tout cas, dans les premiers contacts, ce que j'ai apprécié, c'est justement le fait que ce soit très clair sur les critères, sur les niveaux de TRL, et ça évite en fait de perdre du temps quand on n'est pas complètement prêt. Nous, on le présentera que maintenant, après 2 ans de collaboration en R&D avec les forces. Voilà, parce que on a un certain niveau de maturité. Du coup, la question maintenant qui est plus orientée marché, c'est comment une startup peut-elle rassurer le client de défense sur le fait d'être assez solide et pérenne pour finalement assurer dans la durée la fourniture d'un service ou d'un produit du coup au client, et comment passer ce filtre-là qui peut souvent être mis à la figure des startups en fait. Ça, c'est un sujet qui m'est extrêmement cher, donc je me permets d'en parler. C'est vraiment toute la logique qui me pousse aujourd'hui à chercher l'hypercroissance. Si on veut avoir l'ambition de jouer un rôle majeur sur des processus opérationnels dans le monde du renseignement et d'accompagner nos clients dans l'analyse automatique de données, c'est pas un jouet, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement important. Et du coup, effectivement, pour avoir la confiance de nos clients, il faut qu'on soit gros et qu'on soit là pour durer. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis dans une recherche de croissance extrêmement rapide. C'est pour donner cette confiance à nos clients qu'on a les reins suffisamment solides pour les accompagner. Ensuite, les accompagner, ça veut dire être suffisamment gros, ça veut dire aussi être là dans la durée. Et là-dessus, il y a la question de profitabilité de la société, mais aussi la question de souveraineté. Est-ce que la société ne partira pas à l'étranger? Et donc là, on reboucle sur tout l'échange qu'on a eu précédemment, où il y a tout un travail à faire et à construire sur comment on peut apporter des garanties pour à la fois continuer à grossir et rester français. Juste sur qui était sur les marchés publics et la contractualisation. Aujourd'hui, un vrai point bloquant, c'est sur la problématique des achats. Et moi, je suis toujours fasciné de voir qu'aujourd'hui, l'État, et à juste titre, a mis plein de choses en œuvre pour accélérer les processus d'innovation. On gagne du temps sur plein de choses, mais tout le temps qu'on a gagné sur des étapes de R&D, sur des étapes de mise en œuvre, les rapides qui s'accélèrent et autres, on perd tout ce temps-là sur les achats, qui est la seule chose dans laquelle on n'a pas innové. Donc, moi, je dis tout le temps, ça sert à quoi de gagner 6 mois, 1 an sur un processus où on s'est quand même fait des nœuds au cerveau, on allait un peu plus vite, pour revenir à dire, ah ouais, mais de toute façon, c'est les marchés publics, donc c'est un tel temps, et puis de toute façon, les acheteurs, il n'y en a que tant, donc on pourra pas raccourcir le processus. Donc moi, aujourd'hui, il y a un vrai sujet, c'est au niveau des achats, et aujourd'hui, les armées, la DGA, l'AID sont dans un grave déficit d'acheteurs. Et ça c'est un vrai sujet RH pour lequel aujourd'hui il faudrait combler, et l'innovation passe par des processus d'achat plus courts. Et aussi, on en revient à la problématique de la culture, où il faudrait avoir une culture du risque et qui soit implémentée dans les achats. Où aujourd'hui, c'est ceinture, bretelles, gilet pare-balles, on ne va surtout pas prendre le risque. Et on en revient en disant pourquoi j'irais contractualiser avec une boîte qui potentiellement peut faire faillite dans 5 ans, même si elle apporte une vraie plus-value. Eh ben, on va jouer la sécurité, on va prendre un acteur historique qui, de toute façon, on sait qu'il sera là, il sera toujours là, même si ce n'est pas exactement le besoin qui répond, mais au moins, on est tranquille. Et ça c'est un vrai sujet pour lequel il faudrait creuser dans les problématiques juridiques et marché public. C'est augmenter la puissance RH des acheteurs
et avoir une stratégie dans la manière dont on achète qui est plus réactive et qui laisse plus le choix à des acteurs nouveaux et donc prendre une prise de risque, mais qui est quand même assez limitée quand vous avez des boîtes type Earth Cube ou autres où ils sont quand même maintenant bien ancrés dans l'écosystème. Écoutez, je vous remercie. Arnaud doit malheureusement nous quitter. Nous avons tenu jusqu'à 18h30. Merci beaucoup pour votre participation. Je suis vraiment désolé parce qu'on a reçu beaucoup de questions en quelques temps. On ne va pas pouvoir y répondre malheureusement et on espérera recommencer cet exercice de webconférence d'ici la rentrée. À moins que vous ayez le temps. Nous deux, on a le temps. Écoutez, si vous voulez, je vous propose de poursuivre avec vous deux. Et puis Arnaud, on va vous laisser. Sans Arnaud, mais c'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup Arnaud pour votre participation et vos éclairages. Merci à vous et encore merci à François et à toute l'équipe de Generate pour le soutien depuis quelques années. À très vite. Et bravo pour la réussite. Merci beaucoup. Donc, je vais vous continuer avec les questions. On a une question qui concernerait le cas de Generate, plus spécifiquement. Est-ce que Generate, ça pourrait être faisable et désirable dans le cadre d'un partenariat d'utiliser les écosystèmes des startups ou les entreprises de défense des pays associés de l'UE? Oui, et c'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est déjà en relation. Alors, UE, on est déjà, j'allais dire bizarrement, mais non, en fait, c'est cohérent. Les premiers à être venus nous chercher, c'est les Américains. Donc, ce sont notamment l'OTAN, qui a le Hub Innovation à Norfolk, qui nous a dit c'est super ce que vous lancez, il faut qu'on fasse des choses ensemble. Donc, on a créé un canal où, en gros, toutes les boîtes, les startups françaises qui veulent pénétrer le marché otanien et ou US, on les envoie vers eux qui leur expliquent comment ça marche, comment ça fonctionne. Donc là aussi, c'est à permettre de créer un canal direct. Et ensuite, on avait tenté quelque chose avec le Hub Innovation, alors ça s'appelle le Cyber Hub Innovation de la Bundeswehr, donc l'équivalent de l'armée de terre allemande. Et ça s'est très bien passé, on a beaucoup échangé. Le problème, c'est que notre point de contact avec qui on travaillait a quitté récemment et c'est comme tout, ça fonctionne à l'humain. Donc, on avait un super canal, on avait déjà un projet d'envoyer des startups à Berlin, donc startups françaises à Berlin pour qu'elles puissent échanger avec la Bundeswehr allemande et inversement, aller récupérer des startups allemandes pour qu'elles puissent voir ce qu'on peut faire avec l'armée de terre française. D'ailleurs, c'était même plus global que l'armée de terre, c'était l'AID et la DGA. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire pour des raisons aussi bêtes et méchantes que la personne avec qui on travaillait est partie. Il y a une réorganisation interne qui a fait que ça n'a pas débouché, même si on échange toujours avec les personnels. On a commencé à prendre attache avec les Britanniques aussi. Il y a le Defense Security, je ne sais plus quoi, Association. Enfin bref, il y a un équivalent, mais qui est beaucoup plus étatique, qui a un mix entre ce que Generate fait et l'AID. Et après, nous, évidemment, on est preneurs de créer des synergies avec nos acteurs UE. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, il n'y en a pas 10 000 sur le territoire européen, des accélérateurs comme Generate. Alors, on n'a pas la prétention d'être les plus intelligents, on a juste dit qu'on était les premiers. Et vous voyez qu'aujourd'hui, nos homologues du GICAN ont également créé Seastart qui fait le boulot et qui fait très bien le boulot dans l'écosystème naval. Donc, clairement, oui, pour répondre à ta question, s'il y a une volonté européenne de pouvoir pousser ça, ce sera avec plaisir d'échanger avec nos camarades européens. C'est une question pour Karine. Le pacte PME Défense est-il utile selon vous? Et selon vous, un programme de conformité interne, donc compliance et export control, pourrait-il participer à rassurer les investisseurs? Alors, le pacte PME Défense, nous, on l'a connu dans ces deux versions. Le pacte PME Défense, puis la deuxième version lancée par la ministre actuelle, qui s'appelle Action PME Défense. Clairement, on peut témoigner qu'on en a bénéficié directement puisqu'on a réussi à obtenir un marché public moins de 6 mois après notre création, sans chiffre d'affaires minimum. Donc, on n'a pas justement eu la problématique dont Arnaud parlait de rassurer l'acheteur public. On a vraiment eu cette confiance naturelle. On a toujours eu un soutien et une écoute de la part du cabinet de la ministre. Clairement, il y a une bienveillance envers les PME et les startups. Ils sont à l'écoute. On a eu plusieurs fois
recours donc aux dispositifs en place quand on avait des problématiques de paiement, par exemple, sur certaines périodes de l'année qui ont pu être compliquées. Je pense notamment en été et puis la fin d'année. On a toujours eu une réponse positive. Donc oui, clairement, pour moi, c'est un dispositif qui fonctionne. Après, je pense qu'il faut bien le connaître. Il ne faut pas hésiter à aller prendre connaissance du document, à voir exactement ce qu'il en est pour pouvoir maîtriser un petit peu son argumentaire en face de ses interlocuteurs. Et après, sur la problématique de compliance, je laisserai peut-être plutôt François répondre dessus, mais clairement, je pense qu'il y a avant tout une problématique de méconnaissance du milieu de la défense, comme le disait François, et qu'on pourra mettre toutes les réglementations au monde, s'ils ne comprennent pas et qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'ont pas confiance dans le secteur, ça ne réglera pas le sujet pour autant. Donc pour moi, vraiment, sur les investisseurs, il y a un travail de pédagogie, en fait. Mentoring et de pédagogie exactement à faire. Et je pense qu'en plus, ils sont réceptifs et ils peuvent l'être réceptifs si on leur montre, comme disait François, quels sont les bons côtés et pas uniquement l'image préétablie qu'ils en ont. Et sur le pack PME Défense, alors je serais un peu plus mitigé que Karine sur le sujet parce que moi, ce que je dis souvent, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Hein. Et donc, l'idée, c'est très bien de signer une charte, c'est très bien de signer des documents. Moi, ce qui m'intéresse, c'est concrètement sur le terrain, est-ce que ça permet de débloquer certaines situations et j'ai envie de dire, moi, ce n'est pas le pack PME Défense qui a fait que, c'est dans certaines entreprises, qu'elles soient PME ou grands groupes, ça s'est très bien passé parce qu'il y avait des bonnes personnes au bon niveau et du coup, il y a eu vraiment une intelligence collective qui a permis de débloquer des situations. Et inversement, j'ai plein d'autres exemples de boîtes qui avaient signé en grande pompe le pack PME Défense qui en font partie et derrière, ça n'a pas changé grand-chose. Donc là-dessus, moi, je suis très pragmatique. C'est le terrain et c'est les faits qui parlent pour le fait que la relation est améliorée. Même si, mais sur le principe, on ne peut que saluer l'initiative et le soutien du cabinet et de la ministre en particulier sur le sujet, évidemment, qui est très important. Sur la compliance, Karine a déjà dit beaucoup de choses là-dessus, donc je ne vais pas… J'ai d'autres questions, hein, si vous voulez. Ouais. Non, mais clairement, aujourd'hui, c'est de la faute de notre secteur de la défense qui a été trop souvent dans une logique de vivons heureux, vivons cachés. On n'a pas besoin de se justifier dans quel écosystème, à quoi on sert. Et en gros, on est la défense, donc forcément, la population et les citoyens adhèrent. Et des banquiers, ils sont citoyens comme tout le monde, ils regardent les reportages, ils regardent la presse. Et il faut dire que notre secteur n'est pas toujours le mieux traité. Et c'est en partie de notre faute dans une logique de communication. Donc, plus on sera pédagogue, plus on montrera que on est au service de la France, on est là pour défendre des valeurs qui sont quand même vertueuses. Et le secteur bancaire, il n'y a aucune raison qu'il continue à nous bloquer sur ces sujets-là. Merci pour ces précisions. Quelques dernières questions, je vous propose. Alors, est-ce que le fonds French Tech Souveraineté, annoncé par Bruno Le Maire dans les locaux d'Earthcube, est dès à présent opérationnel? Est-ce que vous avez des idées là-dessus, vous avez des informations là-dessus? Alors, c'est une excellente question. Alors, ça dépend tout ce qu'on veut dire par opérationnel. C'est-à-dire, il y a un logo qui a été créé, en effet. Il y a des gens derrière qui répondent à un mail, en effet. Est-ce que les premiers versements ont été mis sur les comptes? J'en suis pas sûr. Donc, mais en tout cas, pareil, c'est vraiment une initiative que nous, on peut que soutenir et qui viennent, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi une initiative, et encore une fois, c'est pas moi d'en parler, mais je peux rappeler ce qui a été dit dans la presse, en tout cas ce qui est sorti, sur la création d'un fonds DEFINOV qui sera piloté par le ministère des Armées directement, qui sera conséquent, qui viendra en complémentarité de ce que fait DefInvest. Et ça aussi, c'est une initiative qu'il faut saluer. On espère qu'elle débouchera le plus vite possible. Alors la crise du Covid a un peu retardé, ce qu'on comprend tout à fait, mais ça, c'est vraiment une bonne chose. Et sincèrement, il y a de la place pour tout le monde. Donc moi, s'il peut y avoir 15 initiatives comme ça, je préfère toujours avoir l'embarras du choix que le choix de l'embarras. Donc au final, s'il y a trop de fonds qui veulent investir chez vous, tant mieux et vaut mieux que ça soit comme ça. Quoi. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on va vraiment s'arrêter là cette fois-ci. C'est toi le patron, Kevin. Je vous remercie pour vos interventions qui ont vraiment été riches d'enseignements sur ce sujet et qui nous ont permis d'avoir vraiment un retour de terrain. Et ça, c'est vraiment toujours très intéressant pour ceux qui nous ont écoutés. Je tiens également à remercier l'équipe FRS qui a permis la bonne tenue de cette conférence avec Hélène Masson, Lucille Seglarski et Gaspard Roard. Et comme je vous le disais, nous aurons le plaisir de vous retrouver à la rentrée en septembre pour de nouvelles webconférences sur des thématiques liées à l'industrie de défense. Et encore merci du coup à vous de votre participation à cette webconférence. Merci Kevin. Merci à vous pour l'opportunité. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.